Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo d'analyse, évidemment consacrée aux Cleveland Cavaliers. Pourquoi je dis évidemment? Parce que dans un début de saison NBA très intéressant, il ne vous aura pas échappé que les anciens finalistes en titre ont très mal démarré. On va faire un petit peu le point sur cette équipe des Cavs. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça va pas? Bref, quels sont tous les tenants et les aboutissants derrière ce très mauvais début de saison de cette équipe des Cavs? Et vous allez voir, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est un petit peu plus compliqué que « oh, ça défend pas ». Je vais vous développer ça dans cette vidéo. Merci de votre fidélité, merci d'être à mes côtés. J'espère que ça vous intéressera. Et auto-promo, mais vous allez voir, il y a vraiment des choses intéressantes qui ressortent de cette petite analyse. Donc, les Cavaliers sont désarçonnés. Très mauvais début de saison, on le disait. Après 8 matchs, 3 victoires, 5 défaites. Ce qui est inquiétant, c'est que, à l'exception du match contre Brooklyn, ces 5 défaites auront été des larges défaites. Cleveland s'est assez largement incliné. Autre chose inquiétante, il n'apparaît pas ici sur le tableau, mais le 8e match, donc face aux Indiana Pacers à domicile, avait lieu alors que les Pacers jouaient dans un back-to-back, c'est-à-dire qu'ils avaient joué la veille. Cleveland n'avait pas joué depuis dimanche, le match ayant eu lieu mercredi. Donc ils avaient, cette équipe des Cavs, largement le temps de se réajuster, de mettre des choses en place. Ils ont fait un team meeting, donc une réunion entre les joueurs et les coachs. Ça a discuté. On s'attendait à une réaction d'orgueil sur ce match numéro 8 face aux Pacers, et elle n'aura pas eu lieu. Et là, effectivement, ça commence à devenir un petit peu inquiétant parce que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait cette réaction d'orgueil. C'est le plus mauvais démarrage en carrière pour LeBron James depuis sa saison de rookie, où les Cavs avaient commencé avec 2 victoires, 6 défaites sur les 8 premiers matchs. Cleveland complètement dans la tourmente, 29e défense de la NBA, 111 points encaissés en moyenne pour 100 possessions jouées, 16e attaque avec 104 points marqués en moyenne pour 100 possessions jouées. Donc ça ne va pas, on est d'accord, on est complètement d'accord. Mais est-ce que voir cette équipe des Cavs, entre guillemets, dans la tourmente, c'est vraiment une nouveauté? Est-ce que les mauvaises habitudes, le mauvais visage qu'on voit là actuellement, n'est pas finalement la reproduction du mauvais visage des Cavs qu'on avait pu voir, notamment la saison passée, et c'est très important d'avoir ça en tête. Petit flashback, petit retour en arrière. Cleveland, dans la saison 2016-2017, donc la saison passée, et c'est très intéressant, il y a eu une date pivot. Jusqu'au 3 janvier 2017, sur les 33 premiers matchs de la saison passée, les Cavs, ils enchaînent 26 victoires pour 7 défaites, 70% de victoires. Tout va bien, très bon début de première partie de saison pour les Cavs. Un peu l'inverse dans ce moment. Ils étaient à 111 points marqués en attaque pour 100 possessions, 104 encaissés en défense, 57% au tir réel, bref, tout allait bien. Et puis à partir du 3 janvier, il faut croire que cette équipe des Cavs avait très mal digéré le champagne de Noël. À partir du 3 janvier et sur les 49 derniers matchs de la saison, cette équipe de Cleveland a eu un bilan de 25 victoires pour 24 défaites. Et alors que l'attaque se maintenait à un très bon niveau, 111 points pour 100 possessions, on est resté à 111 points pour 100 possessions. Le pourcentage au tir réel, donc c'est la pondération des tirs à 1 point, lancers francs, 2 points et 3 points, a même progressé. On est passé de 57 à 58. L'attaque est restée à un très bon niveau. C'est la défense qui s'est complètement écroulée. On est passé de 104 points pour 100 possessions à 110. Et ce qui est complètement paradoxal, en regardant le calendrier, parce que je me suis dit, ça se trouve, les Cavs ont eu un début de saison très facile contre des équipes faibles. Eh bien non, dans les 33 premiers matchs de la saison où ils font 26-7, ils rencontrent une vingtaine d'équipes au total qui s'avéreront être des équipes play-off. Donc autant que dans l'autre moitié de saison. Donc c'était pas une histoire de calendrier plus favorable, c'était juste une histoire d'envie, de motivation, de tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, déjà la saison passée, sur on va dire les 3/5e de cette saison, on avait des Cavs qui défendaient très mal et qui avaient un bilan somme toute moyen. 25-24, c'est très moyen au vu de la richesse de cette équipe des Cavs. Et surtout, on voyait exactement la saison passée sur cette portion, le même visage que maintenant.
pas d'intensité dans la défense, pas d'effort, il n'y a pas d'envie. Le body language, l'expression corporelle est très 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 négative avec les joueurs qui baissent la tête, qui se regardent en levant les bras, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais? Bref, c'était tout ça du déjà vu. Et déjà, on le disait dans cette saison passée, la défense était au cœur de la tourmente. Jusqu'au 3 janvier, toujours cette date pivot, eh bien, la défense des tirs tout près du panier à moins de 3 mètres était très très bonne. C'était la 10e de la NBA. On encaissait un petit peu moins de 55% de réussite sur ces tirs tout près du cercle. Et dans les tirs à 3 points, on était la 15e défense. L'adversaire tirait à 36%. Donc on était pas mal. La défense était relativement correcte. Et puis à partir du 3 janvier, la défense des tirs tentés tout près du cercle, elle s'est complètement écroulée. On est passé de la 10e à la 23e place, avec un adversaire qui met quasiment 59% de ses paniers tentés tout près du cercle. Et la défense des tirs à 3 points, elle est restée aux alentours des 36%. Un tout petit peu baissé, mais en gros, on est resté aux alentours des 36%. Donc, la saison passée, écroulement de la défense dans le sillage d'un écroulement de la défense des tirs tentés tout près du cercle. Des tirs tentés dans la raquette, tirs à très haut pourcentage. Et en 2017-2018, dans ces 8 premiers matchs, eh bien devinez quoi? La défense des tirs tentés tout près du cercle à moins de 3 mètres, eh bien elle est aussi à 58,8. On est au même niveau défensif que sur le dernier tronçon de la saison passée. Et on est 24e quand on était 23e. Donc on est au même niveau de médiocrité défensive pour les paniers tentés tout près du cercle. Là où on a dégringolé, où il y a une dégradation encore de la défense, c'est dans la contestation des tirs à 3 points, où cette équipe des Cavs, en 2017-2018, c'est la 30e plus mauvaise défense de la ligue pour contester les tirs à 3 points adverses. On est à un adversaire qui tourne à 42% de réussite à 3 points. C'est du hors norme, c'est juste du hors norme. C'était 36,7, c'est déjà élevé 36,7, mais là ça s'est encore dégradé. Donc là il y a vraiment une dégradation, mais au-delà de ça, les standards de la défense là, de 2017-2018 sont ceux de la saison passée, ni plus ni moins. On retrouve une défense au cœur de la tourmente. Sur 60% de la saison régulière 2016-2017, on a une équipe des Cavs qui encaissait 110 points pour 100 possessions. Et là, depuis le début de saison, on a une équipe des Cavs qui encaisse en moyenne 111 points pour 100 possessions. Donc, ne faisons pas les pucelles effarouchées à faire semblant de découvrir là, en 2017-2018, que les Cavs sont une mauvaise défense. Ils l'étaient déjà la saison passée. C'était déjà les mêmes problématiques et les mêmes causes génèrent les mêmes conséquences. C'est là où je veux en venir. C'est pas pour autant que c'est excusable, mais c'est pas nouveau que c'est médiocre. Ça fait plus d'une saison que c'est médiocre. Depuis que les Cavs se sont débarrassés de Mozgov et Della Vedova, les role-players un peu pitbull défensifs, cette équipe est devenue soft en défense et c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. Ce sont les mêmes Cavs que sur une grande partie de la saison passée. Concrètement, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par on change énormément en défense. Et quand on tombe dans la facilité de changer systématiquement en défense, eh bien on devient un peu paresseux. Et du coup, il n'y a pas d'effort sur les close-out, il n'y a pas d'intensité, ça communique pas, on change mal sur les écrans. Et tout ça, finalement, est très très mou. Et on a un ensemble qui est très 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 indigeste. Je vais vous montrer quelques exemples tirés du match des Pacers. Je pourrais vous sortir des centaines d'exemples, on pourrait faire 5 heures sur les erreurs défensives des Cavs. Vous et moi n'avons pas envie de tomber là-dedans. Regardez ici cette séquence. Le ballon, il est là. LeBron James défend sur Oladipo. Vous voyez, il est à l'opposé de la balle. Oladipo, il va venir se présenter à la balle. Donc en toute logique, LeBron James, il accompagne son joueur pour effectivement contester la passe de retour. Que va faire James? Eh bien, plutôt que d'accompagner son joueur, toujours, je vous le disais, on n'est pas dans l'intensité, on n'est pas dans l'effort, on tombe dans la paresse, il va indiquer à Crowder « Change !» alors qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, il n'y a absolument aucune raison de changer. Il indique à Crowder de changer pour prendre Oladipo parce que James, il ne veut pas se fatiguer, il ne veut pas faire l'effort. Résultat, Crowder, le temps qu'il comprenne, parce que c'est pas du tout intuitif, qu'il doit changer sur Oladipo, il est en retard, et cette équipe des Cavs, elle laisse un tir à 3 points ouvert. Et ça résume toute l'intégralité quasiment des problématiques de défense des Cavs. Autre séquence ici, LeBron James, regardez, il est à l'opposé sur Bogdanovic. J'adore LeBron James.
J'adore LeBron James. Ça n'est pas du tout une attaque à charge contre lui. Je vous montre ce que j'ai constaté moi dans les matchs. Et ce que j'ai constaté dans les matchs, c'est qu'en défense, eh bien, il n'y a pas d'intensité dans cette équipe des Cavs. Et celui qui devrait être exemplaire, LeBron James, il défend en marchant. Et ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Regardez à l'opposé. LeBron James, il défend sur Bogdanovic. Ok, le ballon est ici. Bogdanovic, il va descendre dans le backdoor. Vous voyez, il est en train de passer dans le dos de James. Ok, il est en train de passer dans le backdoor. Regardez LeBron James. Au lieu de faire l'effort de revenir en sprintant sur Bogdanovic, il indique à un coéquipier de changer. Sauf que c'est pareil, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Donc c'est pas intuitif de changer dans ce cas-là. On aurait changé si on défendait en zone, mais là les Cavs ils défendent pas en zone. Résultat, eh bien le défenseur change très tardivement. On a un attaquant qui se retrouve tout seul. Ce qui est très marrant sur cette séquence, c'est que LeBron James va vers Jeff Green et le pousse, littéralement, pour lui dire « mais vas-y, va le prendre ». Résultat, Green, il est en retard, il saute dans la feinte sur la réception de passe de Bogdanovic, et les Cavs, ils font faute. Résultat, on a une défense paresseuse. On a une défense qui ne fait pas l'effort, qui n'est pas en intensité. Regardez, dans le 4e quart-temps, il reste 9 minutes à jouer. Les Pacers sont déjà dans le bonus. Ils ont déjà fait provoquer à cette défense des Cavs 5 fautes. Dans le même registre ici, il y a une séquence de pick and roll qui va se passer ici sur le côté droit. LeBron James qui défend ici sur Corey Joseph, il vient compenser. C'est très bien, c'est ce qu'il doit faire. Chapeau. Il vient compenser sur Sabonis. À l'opposé, on a un J.R. Smith qui va être en pré-rotation, en marquage en fait entre les deux. Pour que s'il y a une passe de retour qui arrive sur un des deux, ils soient en capacité de revenir sur lui rapidement. James prend Sabonis qui récupère la passe, c'est très bien. Et là, on a un J.R. Smith qui effectivement doit être en capacité de pouvoir intervenir rapidement sur les deux. Donc là où il est, pourquoi pas? Il n'est pas trop mal. La passe arrive dans les mains de Joseph. Donc là, instinctivement, que doit faire J.R. Smith? Il doit monter sur la balle. Ok, c'est le but de la défense, c'est de contester l'attaque adverse. Et à l'opposé, on a un Kevin Love qui va à son tour faire une pré-rotation en venant ici sur le joueur qui est dans le coin. C'est la rotation classique, c'est comme ça dans le basket. Sauf que fait J.R. Smith? Et ça, c'est du J.R. Smith dans ses œuvres. Et j'aurais dû compiler toutes ces séquences depuis que je les relève et on aurait fait un livre fantastique. J.R. Smith fait feinte de monter sur la balle pour gicler dans le corner. Corey Joseph n'a même pas fait une feinte de passe. C'est pas une réaction, une passe. C'est juste un J.R. Smith qui s'est dit non, finalement, je vais pas prendre la balle, je vais aller dans le corner. Parce que sans doute qu'un joueur sans ballon dans le corner sera plus dangereux. Résultat, le tir, il est complètement ouvert. Et ne cherchez pas pourquoi les adversaires des Cavs sont à 42% de réussite à 3 points. L'explication, elle est là. La défense est catastrophique. Et puis, pour terminer, je vous parlais de manque d'intensité, manque d'effort, fin de match. Les Cavs sont à moins 11, il reste 2 minutes. Ok, ça va mal. Mais à moins 11 à 2 minutes, le match, il n'est pas fini. C'est encore faisable, c'est encore jouable. C'est très compliqué, mais c'est encore faisable. Il y a un tir à 3 points de James dans le corner. Ok, le 3 points est manqué. Regardez, les 5 Pacers y sont là. Les 5 Pacers y sont là. Et il y a 3 Cavs ici, 1 Cavs là. Et il y en a un autre qu'on ne voit pas à l'écran qui est en anticipation du repli. Eh bien, regardez sur le repli. James, il n'est même pas en trottinant. Il ne replie même pas en trottinant, il replie en marchant. Alors que c'est lui qui a manqué le tir, donc ça serait le premier à devoir sprinter. Love replie en trottinant. Résultat, souvenez-vous, les 5 Pacers, ils étaient tous là dans la raquette. On se retrouve déjà en situation où on a 4 Pacers face à 3 défenseurs des Cavs. On se retrouve finalement en 4 contre 2, on est en 4 contre 2, pardon, on n'est pas en 4 contre 3, on est en 4 contre 2, et les Pacers finissent avec un lay-up facile. C'est juste pas possible, c'est juste pas possible de voir ça. C'est juste pas possible de voir ça. C'est pas de la technique, c'est pas du physique, c'est pas ce que vous voulez, c'est juste dans la tête là. Il n'y a pas d'envie. Et ça, c'est juste pas possible. Et il manque à cette équipe des Cavs, et c'est ça qui fait cruellement défaut, un Draymond Green, un Patrick Beverley, un mec qui, pendant le temps mort, prend la parole et dit « Non mais attendez les gars, c'est pas possible. Ce que tu fais, LeBron, c'est de la merde, c'est du caca. » Donc maintenant, tu te ressaisis exactement ce que Draymond Green a fait avec Kevin Durant. Alors, l'argument qu'on va m'objecter, quand je vous parle de cette défense des Cavs qui est très mauvaise, et ça n'est pas une nouveauté, c'est l'argument qui consiste à me dire « Non mais attends, la saison passée, en play-off, ils ont super bien défendu.
Oui mais non. Oui mais non, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait le 29 mai 2017, avant les finales NBA. La vidéo s'appelle « Comment les Cavs sont devenus redoutables ?» parce qu'on n'arrêtait pas de parler à l'époque de Cleveland qui est passé en mode playoff. Et je me suis interrogé sur c'est quoi passer en mode playoff, ça veut dire quoi? Et dans cette vidéo, j'arrive à la conclusion que la performance de Cleveland en playoff, elle n'est pas due à la défense qui s'est améliorée. Parce que pour 100 possessions, la défense, elle s'est améliorée d'environ 3 unités, ce qui est très très bien. Mais c'est surtout grâce à l'augmentation de l'attaque qui, pour 100 possessions, a gagné 10 unités. Et l'explosion de l'attaque de cette équipe des Cavs, elle a été due à une explosion de la réussite au tir. Je vous renvoie vers la vidéo où on vous présentait que cette équipe des Cavs, notamment sur les catch and shoot, ils ont atteint un niveau de réussite absolument insolente. Donc, la défense, elle était, la saison passée, moyenne, voire correcte par certains moments en play-off, mais les lacunes défensives, et c'est ça qui est très important, elles étaient maquillées par une très grosse attaque. C'est-à-dire que la philosophie, c'était « Ok, on va prendre 110 points, mais on va en marquer 120. » Et c'est comme ça qu'on va s'imposer, c'est comme ça qu'on va faire la différence. Petite parenthèse aussi, la saison passée en play-off, souvenez-vous, j'avais fait des vidéos là-dessus, je vous renvoie vers ces vidéos si ça vous intéresse. Les Cavs en play-off tombent contre les Raptors, l'une des pires attaques de la NBA pour ce qui est de la circulation de la balle. Donc c'est extrêmement facile à défendre, on surcharge côté ballon, il ne se passe rien d'autre que de l'isolation et derrière c'est une brique. Et il tombe contre les Celtics qui certes avaient une belle attaque collective mais qui avaient énormément de tirs ouverts et ils ne mettaient pas ces tirs ouverts et sans que la défense des Cavs soit forcément très agressive, elle arrivait à arracher des stops parce que Boston ne mettait pas ses paniers. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, si vous ne me croyez pas, tout y est présenté. Donc petite parenthèse. Tout ça pour dire que la défense des Cavs qui est médiocre, c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. J'ai envie de dire, ça a toujours été le cas depuis maintenant à peu près 16, 17, voire 18 mois. C'est pas du tout nouveau. La vraie nouvelle difficulté pour ces Cavs 2018, c'est l'attaque. L'écroulement de l'efficacité en attaque, au-delà de la défense, c'est ça qui commence à se voir. Et c'est ça qui plonge cette équipe de Cleveland dans la tourmente. Je vous rappelle qu'ils sont passés de 111 points pour 100 possessions la saison passée, l'une des meilleures attaques de la Ligue, à seulement 104 sur cette saison-là, 2017-2018. Et là, il y a un vrai écroulement. Et là, c'est une vraie problématique parce que c'est nouveau. Et c'est toujours les nouvelles problématiques qui sont les plus intrigantes. Les paniers marqués à moins de 3 mètres du cercle. Sur cette saison 2017-2018, les Cavs sont deuxième de la NBA à 65,6% de réussite. Donc sur les points, un très haut pourcentage, cette équipe des Cavs, elle est allée trouver encore plus d'efficacité. Ils étaient à 59% la saison passée. Donc ça, c'est super. On a été gagné en efficacité dans ces compartiments-là. Petite parenthèse, ça n'est pas non plus une surprise parce qu'avec les recrutements de Derrick Rose, de Crowder, de Dwayne Wade, un LeBron James qui continue d'attaquer le cercle, on a énormément de joueurs qui avaient des très bons pourcentages tout près du cercle. Donc finalement, on est dans la continuité de cet apport-là. Par contre, pour les paniers marqués entre 5 et 7 mètres, donc pour les 2 points longs, on est passé de 42,7% la saison passée, donc une très bonne adresse sur les 2 points longs, à 34,8% cette saison, 21e de la NBA. Et enfin, pour les paniers marqués à 3 points, on était à 38% la saison passée, 3e meilleure adresse de la NBA. On est tombé à 33%, 25e adresse de la NBA. Si vous voulez une image pour comprendre ça d'une manière extrêmement explicite, regardez la shooting chart. La saison passée, il y a du orange et du rouge partout, c'est-à-dire que globalement de tous les endroits du terrain, et notamment des endroits les plus rémunérateurs, à savoir tout près du cercle et le tir à 3 points, on a un pourcentage qui est très au-dessus de la moyenne NBA. Et on affiche cette saison, et là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mis à part tout près du cercle. Eh bien, on a un pourcentage de réussite sur les tirs à mi-distance et sur les tirs à 3 points qui est très en deçà de la moyenne NBA. Cleveland a perdu son tir extérieur
Et dans ce sillage, eh bien, l'attaque est en déroute. Et c'est ça la vraie problématique des Cavs sur ce début de saison. Et ça n'est pas une surprise, parce que quand j'avais fait une vidéo sur le retour du 5-out du côté de cette équipe des Cavs, l'équipe des Cavs qui finalement a changé de dispositif entre-temps. Mais je vous avais dit, attention, avec les arrivées de Derrick Rose et de Dwayne Wade, qui vont avoir beaucoup de minutes dans la rotation des Cavs, il va falloir se réinventer. Il va falloir se réinventer parce que ces joueurs ne tirent pas à 3 points. Or, cette équipe des Cavs, c'est une équipe qui tire beaucoup à 3 points. Donc en attaque, on va devoir proposer d'autres schémas. Et, eh bien, effectivement, ce qui devait se passer, s'est passé, à savoir que l'adresse extérieure, parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas des tireurs extérieurs et qui jouent beaucoup, eh bien elle a dégringolé. Regardez les catch and shoot, les réceptions tirs. En 2016-2017, on est à 58% au tir efficace, pondération des tirs à 2 points et 3 points. On tombe à 48,7% en 2017-2018. Donc sur les réceptions tirs, le pourcentage au tir réel, il dégringole. Sur, d'une manière générale, les tirs en spot-up. Les tirs en spot-up, c'est tous les tirs à mi-distance, que ce soit du catch and shoot ou du pull-up. C'est-à-dire que je suis en train de dribbler, je fais un petit décalage ou sors d'un écran et je déclenche. Okay, eh bien, en 2016-2017, ça représente 20% de l'ensemble des séquences d'attaque de cette équipe des Cavs. On est à 1,09 points en moyenne par possession, donc 109 points pour 100 possessions, deuxième de la NBA. Excellente efficacité dans les tirs en spot-up. On tombe en 2007-2018 à 0,92 points par possession, 19e de la NBA, et ça pèse toujours autant dans cette attaque des Cavs. Donc, on a été beaucoup moins adroit sur ce début de saison sur les tirs extérieurs côté Cleveland, mais on n'a pas changé ses habitudes. C'est-à-dire qu'on a continué à prendre un volume de tirs extérieurs énorme, alors qu'on n'a plus le personnel pour sanctionner sur ces tirs. Un autre exemple très très simple. La saison passée, le tir à 3 points, c'est 40% de l'attaque des Cavs. C'est-à-dire que 10 tirs tentés, 4 sont tentés à 3 points. On est à 38% de réussite sur les tirs à 3 points. On est l'une des meilleures équipes de la NBA. Cette saison, le tir à 3 points, c'est 38,4% de l'attaque des Cavs. Donc on est quasiment au même taux d'usage. Et le pourcentage, il tombe à 34,9%. Donc on est passé de l'élite de la NBA au ventre mou de la NBA sur l'adresse à 3 points. Sauf que on a continué à tirer avec le même volume. Et ça, c'est une grosse problématique. Parce que c'est pas comme ça que Cleveland va trouver de l'efficacité. Alors au-delà de ça, les Cavaliers sont désarçonnés. Au-delà de ça, comment ça se traduit cette faillite de l'attaque sur les différents joueurs de l'équipe? Eh bien regardez, j'ai classé les stats avancées sur les 8 premiers matchs en fonction du nombre de minutes jouées. On remarque que J.R. Smith est le 3e joueur de l'équipe qui a le plus joué cette saison. Il a 2,6 de PER. Il est à 2,6 de PER, 36% au tir réel, moins 6 en box plus minus. Je vous rappelle que le box plus minus, c'est un indice d'impact. Quand il est à 0, vous avez un impact considéré comme un impact standard d'un titulaire en NBA. Quand vous êtes à moins 2, moins 3, impact remplaçant. Quand vous êtes à moins 5, impact d'un joueur du bout du banc. 2 de PER pour J.R. Smith, moins 6 en box plus minus. J.R. Smith, il est sur le terrain pour une seule chose, mettre des tirs à 3 points en catch and shoot. Les tirs à 3 points ne sont pas tombés. Regardez, c'est 70% de son volume global de tirs tentés. Les tirs à 3 points ne tombent pas. Et au-delà de ça, il ne sert à rien dans l'attaque. Il ne prend pas de rebond, il ne fait pas d'interception, il ne fait pas de contre, il ne fait pas de passe décisive, il défend très très mal. Bref, c'est une balle dans le pied de cette attaque des Cavs. Alors j'entends parfois « Ah mais J.R. Smith, c'est un bon défenseur sur la balle ». Mais non, ça n'existe pas dans le basket. Ça n'existe pas, je suis un bon défenseur sur la balle et je suis un mauvais défenseur dès que je ne défends pas sur la balle. On défend bien en globalité ou on défend mal en globalité. C'est comme si vous me disiez, moi je suis un super dribbleur, mais que de la main droite. Non, ça n'existe pas. Soit tu es un bon dribbleur des deux mains, soit tu es un mauvais dribbleur. J.R. Smith, c'est exactement cette problématique-là. Il est là pour une seule chose, du 3 points. Malheureusement, il n'apporte pas le 3 points derrière. Dans son sillage, il tire l'équipe vers le bas. Jay Crowder,
qui devait apporter du 3 points et de la défense, c'est pareil, 8 de PER, moins 4 en box plus minus, 48% au tir réel, Thompson 10 de PER, Dwayne Wade 10 de PER. Bref, c'est la déconfiture. C'est la déconfiture totale. Les joueurs qui sont sur le terrain, eh bien, ne sont pas productifs. Alors, c'est toujours intéressant de regarder PER d'un côté et box plus minus, parce qu'il y a des joueurs qui sont indispensables, qui ne produisent pas forcément de statistiques. Des très bons défenseurs, genre des Bruce Bowen ou des Robert Horry, qui étaient indispensables pour leurs équipes. Robert Horry dans un autre registre, bien entendu. Ne noircissez pas forcément la feuille en stats, sauf que quand vous regardiez l'impact des joueurs, eh bien, il était très 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 marqué, et du coup, on comprenait qu'ils étaient indispensables. Inversement, des joueurs avec un très très bon PER ont un impact qui est plutôt moyen, type Enes Kanter la saison passée, et vous comprenez qu'ils ne sont pas aussi importants que ça. Mais là, on met en corrélation les deux, et on comprend évidemment qu'il y a un énorme problème d'efficacité côté Cavs. Vous prenez 5 joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu dans ce début de saison de Cleveland, et vous remarquez que leurs impacts, elles sont très 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 moyennes, voire mauvaises. Alors vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a que 8 matchs, et ces indices d'impact, il suffit que vous ayez été sur le terrain au moment où votre équipe prend un 16-0 par exemple, vous prenez un très très mauvais run parce que l'équipe en face est on fire, et vous avez un impact qui peut plonger. Donc il faut peut-être un petit peu plus de recul, mais c'est toujours intéressant que de se rendre compte que, mis à part James et Korver, aucun joueur des Cavs n'a un box plus minus positif sur ce début de saison, et que en fait la faillite de l'attaque, elle est généralisée. Elle est généralisée par tout le monde. Et on arrive à la conclusion, bien entendu, que le bilan, il est extrêmement sombre pour cette équipe de Cleveland. La défense est catastrophique, même si c'est pas nouveau. L'attaque est catastrophique, et ça c'est nouveau, et ça c'est un vrai problème, notamment parce qu'on met plus un seul tir de loin, et c'était le fonds de commerce de cette équipe des Cavs, donc rien ne va, et effectivement le début de saison est vraiment compliqué. Sauf que, attention, l'acquisition majeure de cette intersaison pour les Cavs, elle a encore joué aucun match. Isaiah Thomas reviendra peut-être en novembre, peut-être en décembre, peut-être en janvier, je ne sais pas trop où ça en est. Mais toujours est-il que la grosse recrue de l'intersaison, c'est lui. C'est pas Derrick Rose, c'est pas Dwayne Wade. Derrick Rose et Dwayne Wade, ils ont été recrutés pour apporter un petit boost au banc. L'intersaison, le recrutement majeur, c'est Isaiah Thomas et dans une certaine mesure un Jay Crowder qui devait apporter un petit peu de défense sur le poste de l'ailier dans une équipe qui en avait cruellement besoin. Donc pour l'instant, la recrue majeure n'a pas joué. Donc avant de tirer de grandes déductions, de grandes conclusions, on va peut-être attendre de voir ces cases au complet. Okay, parce qu'un Isaiah Thomas peut peut-être apporter du tir extérieur, peut peut-être apporter du 3 points, ce qui manque cruellement à cette équipe de Cleveland. Cela étant dit, parce que j'ai vu beaucoup de fans sur Internet commencer à vouloir la peau de coach Tyronn Lue. J'ai juste envie de vous dire, n'espérez pas quoi que ce soit au niveau du coaching, parce qu'il reste encore 4 années de contrat à Tyronn Lue et 28 millions de dollars assurés sur ces 4 années. Je vous rappelle qu'à l'été 2016, donc il y a un an, dans le sillage du titre, les Cavs se sont complètement enflammés en donnant un contrat de 5 ans, 35 millions de dollars à Tyronn Lue, qui certes avait fait gagner le titre à l'équipe, en tout cas qui avait participé à l'équipe gagnant le titre, mais qui n'avait coaché que 40 matchs de saison régulière. Donc ils se sont enflammés. Je vois très très mal les Cavs cracher sur les 28 millions comme ça, comme si c'était rien, et dégager Tyronn Lue pour embaucher quelqu'un d'autre. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais c'est quand même pour l'instant peu probable. Ça arrivera si les Cavs ils sont à 10 victoires, 20 défaites et que le début de saison est vraiment complètement compromis, le coach sautera. Parce que dans le sport, c'est comme ça, le coach est toujours coupable. C'est toujours comme ça, c'est l'ingratitude du poste de coach. C'est quand vous gagnez, c'est grâce aux joueurs, mais quand vous perdez, c'est de votre faute. Mais Tyronn Lue, il est payé 7 millions de dollars la saison pour être coupable de tout. Donc c'est comme ça. Malheureusement, je suis le premier à le regretter, mais dans le sport, c'est comme ça, on a un coach fusible, parce que c'est la première variable la plus facile à ajuster. Mais pour l'instant, dans ce début de saison, pour moi, n'espérez pas quoi que ce soit au niveau du coach. Les Cavs, ils ne vont pas cracher sur 28 millions. D'autant plus que Tyronn Lue, c'est le choix de LeBron James. Il ne faut pas l'oublier.
Les Cavs avaient un très bon coach, il s'appelait David Blatt. David Blatt, il a voulu mettre en place une attaque collective, des systèmes, du jeu sans ballon. LeBron James a dit non, 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 moi je veux pas de ça. C'est moi qui lance les systèmes sur le terrain et il n'arrêtait pas de se plaindre et au final, il a eu la peau de David Blatt et c'est entre guillemets son protégé Tyronn Lue qui est partisan de quelque chose de beaucoup moins structuré qui a été mis en place. Donc ne l'oubliez pas ça. Tyronn Lue, c'est le choix de LeBron James. Donc, pour moi, n'espérez pas quoi que ce soit au niveau du coaching, en tout cas, pas maintenant. Donc, en conclusion, pour moi, pas de déduction hâtive. Okay, les Cavs, ils sont pas au complet. Le début de saison, il est relativement moyen, voire mauvais, voire très mauvais. Mais la mauvaise défense, c'est pas une nouveauté. Okay, l'attaque qui s'écroule, certes, c'est inquiétant, mais au final, au vu des joueurs qui ont eu du temps de jeu, des Derrick Rose, des Dwayne Wade, qui ne sont pas des menaces extérieures, il fallait s'y attendre un petit peu. Là où, effectivement, il faut retrouver de l'adresse, c'est pour des joueurs type J.R. Smith, pour des joueurs type Jake Crowder, qui avaient des très bons pourcentages à 3 points la saison passée, qui sont pour l'instant complètement absents. Au-delà de ça, eh bien, il faut trouver une vraie envie. Et la problématique, elle est juste là. Sauf que c'était très très inégal la saison passée, et pour l'instant, c'est très très inégal sur ce début de saison. Maintenant, attention, l'Est, parce que le niveau est très très faible, n'impose pas un démarrage en trombe. C'est-à-dire que Cleveland peut très bien se retrouver à 10 victoires, 10 défaites au bout de 20 matchs, et espérer quand même finir dans le top 3 à l'issue de la saison régulière, parce que l'Est est très très faible. Et même si les Cavs se qualifient 4 ou 5e à la Houston Rockets 95, personne ne voudra tomber face à eux en playoff, et s'ils sont sur une dynamique un peu retrouvée en fin de saison, ils resteront favoris. Donc, c'est pour l'instant pas grave, c'est là où je veux en venir. Il y a 5 à 6 nouveaux joueurs à intégrer dans une machine qui était déjà assez bien huilée la saison passée. Ça prend du temps, ok ? Ça prend du temps, et c'est pas si déconnant que ça de voir une équipe des Cavs qui a un petit peu de mal en début de saison parce que voilà, il y a ces joueurs-là, ces nouveaux joueurs-là à intégrer. Au-delà de ça, bien entendu, il faut qu'on ait un LeBron James soi-disant pour des problématiques de conditions physiques, d'état de santé. S'il n'est pas à fond, il joue pas. Okay, un bon coach, même si c'est la star de l'équipe, un bon coach, il sort la star parce qu'elle se donne pas à fond. On sait que Tyronn Lue le fera pas, mais à LeBron James d'être exemplaire, notamment dans sa défense. Il y a plein de séquences que je pourrais vous montrer où il fait pas l'effort, et dans son sillage, à tous les joueurs des Cavs de montrer un autre visage, de faire l'effort, et on repartira sur des bases un peu plus saines après. Je le répète, pas de déduction hâtive. On va laisser de l'eau s'écouler sous les ponts, on va attendre que les Cavs soient au complet, et on refera un nouveau point une fois que Thomas sera intégré, une fois qu'on aura un petit peu plus de recul sur cette équipe de Cleveland. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Bon match à tous.